Shutterstock Music. Alors salut YouTube et bienvenue aujourd'hui dans ce petit coin de nature. Donc à côté de chez moi on profite qu'il y ait un rayon de soleil parce qu'en ce moment il est plutôt rare le soleil, y compris dans les Bouches-du-Rhône. Aujourd'hui je ne vais pas vous présenter une arme ni ce que je fais dans mon garage, je vais vous présenter une voiture. Alors je ne suis pas devenu journaliste essayeur pour ma chaîne YouTube. Cette voiture que je vais vous présenter c'est la Seat ATK 2 litres TDI en version Excellence 4Drive, donc 4 roues motrices. Alors, pourquoi je vous présente cette voiture? Eh bien, tout simplement parce que c'est ma voiture que je viens d'acheter. Donc, que j'ai acheté parce que j'ai dû vendre mon pick-up. J'avais un Mitsubishi L200. Et ceux qui ont suivi l'actualité, vous saurez que les pick-up, à partir du 1er janvier, seront taxés pour les véhicules neufs d'une taxe de 10 000 €, donc cette fameuse taxe carbone. Ce qui fait que la plupart des véhicules vont devenir peut-être rapidement invendables. Alors plutôt que de prendre un risque, j'ai préféré le changer. Et donc j'ai pris cette voiture qui est beaucoup plus économique. Voilà. Alors, cette Seat ATK, je vais vous la présenter d'une manière différente. C'est-à-dire pas comme tous les journalistes ailleurs. Je ne vais pas vous faire voir qu'on peut s'asseoir à l'arrière, qu'il y a de la place. Tout ça, c'est du pipeau. Parce que les constructeurs automobiles aujourd'hui s'adressent à une multitude de gens. Et celui qui mesure 2,10 m, il faut bien qu'il ait une voiture comme tout le monde. Il ne va pas acheter une voiture à 200 000 € pour pouvoir entrer dedans. Il va faire comme tout le monde, il va acheter une Clio. Il va aussi bien rentrer dans une Clio que dans une autre voiture. Alors vous faire voir que les sièges, il y a de la place devant, derrière, tout ça, c'est du flan. Alors, donc cette voiture, c'est une version 2 litres. Alors pourquoi j'ai choisi cette voiture-là? D'abord, voilà, pour son moteur qui est un 2 litres. Beaucoup me diront aujourd'hui le SUV le plus recherché, c'est le Peugeot 3008. Ouais, c'est vrai, mais le Peugeot 3008, vous avez un 1500 qui fait 130 chevaux, ce qui est un peu léger à mon goût. Ensuite, je voulais impérativement qu'elle soit 4 roues motrices. Voilà, donc ce modèle-là, c'est la version 2 litres qui fait 150 chevaux et avec 4 roues motrices. Voilà. Et dans la finition Excellence, parce que je voulais certaines options qui aujourd'hui sont courantes sur ce modèle-là et qu'on trouve voilà, chez Seat. Alors j'ai fait une petite liste. Il y en a tellement que franchement de tête je n'arrive pas à tout vous dire. Alors on va déjà jeter un petit coup d'œil vite fait bien fait, notamment à une partie de cette voiture. Alors moi j'ai pris un SUV, j'aurais pu prendre un break. J'ai pris un SUV, pourquoi? Pour la capacité de chargement. Les SUV ont en principe une capacité de chargement un petit peu supérieure à certains breaks dans la même catégorie. Alors il aurait fallu que je me tourne vers la Renault Talisman Estate pour avoir une grande capacité de chargement. Alors c'est une très bonne voiture, mais aujourd'hui les breaks tombent un petit peu en désuétude. Il faut penser au fait que le jour où vous allez vouloir revendre votre voiture, ça devient déjà très compliqué le marché automobile. Et aujourd'hui les gens veulent tous des SUV. Voilà. Chez Peugeot, les SUV 4x4 n'existent pas, donc c'est à proscrire pour moi en tout cas. Et là, je suis sur une voiture de groupe Volkswagen. Alors, l'avantage de cette voiture, c'est qu'elle reprend tous les équipements du groupe Volkswagen. Voilà. Alors, y compris la plateforme qui est la plateforme MQB, qui est montée, je crois, sur les Golf. On les trouve aussi sur les Skoda Karoq, sur une pléiade de voitures voilà, qui font partie du groupe Volkswagen. Donc au niveau de la qualité de finition, on est chez Volkswagen. Et au niveau du plaisir de conduire, c'est une voiture qui est très agréable. Alors on m'a déjà passé à un point crucial qui est le coffre. Puisque moi c'est le point pour lequel j'ai aussi acheté cette voiture, tout en restant dans un budget, puisque ce n'est pas une voiture neuve, c'est une voiture que j'ai achetée d'occasion, qui a 1 an et qui a 18 000 km. Allez, on va jeter un petit coup d'œil au coffre, on va prendre quelques mesures. Alors, aujourd'hui, les journalistes essayeurs, lorsqu'ils vous présentent un coffre de voiture, comme celui-là par exemple, alors ils vous disent, voilà, ce coffre il contient 510 litres. C'est bien, c'est super, il fait 510 litres, je vais aller chercher mes seaux d'eau, on va commencer à remplir. Voilà. Non, 510 litres, ça ne veut rien dire. Vous pouvez avoir 510 litres, maintenant si c'est une bagnole qui est tout en longueur, vous allez y rentrer des barres de fer dedans, mais vous n'y rentrerez pas une télévision grand écran. Alors,
pour savoir ce que vaut vraiment ce coffre, il n'y a qu'une solution, elle est là, c'est le mètre. Donc, on va commencer à prendre quelques mesures, comme ça, ça vous donnera une meilleure idée de la capacité de ce coffre. On est parti. Alors, donc sur la partie la plus large, on est à pile 1 mètre. Sur la profondeur, on est à 80 cm. Et sur la hauteur, tablette inclus, on est à 53 cm. Donc ça vous donne déjà une meilleure idée de la capacité de ce coffre. Maintenant, on va aussi baisser les sièges, voir un petit peu ce que ça donne. Alors personnellement, je n'ai pas encore utilisé ce coffre, ni même baissé les sièges. Alors déjà, chez SIAT, franchement, pour une version Excellence, ils vous facturent 135 € le plancher plat. Alors le plancher plat, c'est une option. Voilà, ça ne fait pas partie de cette voiture, ce qui est bien dommage, vous voyez. Donc on a le décroché des sièges, je vais vous faire voir. Voilà. Alors bon, il faut faire avec, c'est comme ça. Alors ici, la tablette. Alors ils ont mis la corde ici qui tient la tablette. Il n'y a pas 1 cm de plus, quoi, hein, donc ça rentre bien, forcé. Voilà. On déclipse là. Ici. Voilà. Il faut l'enlever. Et puis une fois qu'on l'a enlevé, c'est comme toutes les voitures, on ne sait plus quoi en faire. Voilà. Alors elle ne va pas en dessous, puisque il faudrait la fameuse option. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on va en faire? Ben, pour le moment on va la poser là. Et puis on verra plus tard ce qu'on va en faire. Voilà. Alors moi je la mets là. Comme ça. Alors, maintenant on dispose d'un coffre en profondeur qui mesure 1,55 m par, vous vous souvenez, 1 mètre de large sur cette partie-là. Voilà. Et là, vous avez une capacité de chargement. Alors, ce qui est dommage, c'est que le siège passager avant, ne se baisse pas comme une tablette. Parce que ça aurait permis à ce moment-là de pouvoir charger un objet beaucoup plus long. Mais bon, comme c'est des sièges qui sont semi-baqués, le fait qu'ils soient semi-baqués, ben, ça implique qu'ils ne peuvent pas se baisser facilement. Alors, on fait avec, et puis bon, la capacité de chargement demeure quand même correcte. Hormis ici, ben voilà, si vous ne prenez pas l'option, vous avez ici cette partie, voilà, hein, qui reste à baisser. Voilà. Alors ensuite, au niveau des sorties arrière, donc on a un double pot d'échappement qui n'est pas vilain du tout. Alors par exemple sur le site à SIAT, j'ai pas réussi à trouver la taille des pneus avant de l'acheter. C'est quand même un comble. Alors on est sur des jantes en 18 pouces avec des pneus en 225 50 par 18. Voilà, donc ça c'est la monte standard d'origine de la version Excellence. Hein? Alors désolé, j'ai pas pu je l'ai nettoyé maintes et maintes fois, mais bon, il reste quand même de la terre. En ce moment, c'est pas voilà, on peut rien y faire, il pleut quasiment tous les jours. Alors ici, on passe au niveau du bloc moteur. Donc c'est propre, c'est net, rien à dire. Voilà. Voilà, donc l'avantage du moteur 2 litres, c'est que vous disposez d'un couple relativement important, on va dire, par rapport à un 1500 ou un 1600 qui respecte les normes Euro 6.2. Après, moi j'ai également imposé d'avoir une boîte manuelle, parce que je déteste les boîtes automatiques. J'en avais une sur le Mitsubishi, c'est un petit peu pour ça aussi que je l'ai changé, parce que ça ne me plaisait pas du tout. Alors, en ce qui concerne les 4 roues motrices, donc ce n'est pas un quattro permanent comme chez Audi, c'est un 4 roues motrices à la demande. Donc il faut passer en mode off-road pour disposer de 4 roues motrices. Voilà, sinon vous n'y parvenez pas. Les phares avant sont full LED
sur la version Excellence. Alors, au niveau éclairage, je m'attendais à ce que ça éclaire aussi bien que du Xénon, mais c'est quand même un poil en dessous, hein, c'est pas aussi performant que le Xénon. Après, il faut voir aussi si ça vient de la forme du phare, et si chez d'autres constructeurs, ça serait un petit peu mieux. Voilà. Donc au niveau carrosserie, on est très bien, quoi, hein, donc voilà. Voilà pour une primo présentation de cette voiture. Maintenant, je vais vous parler un petit peu plus en détail des options. Alors, donc comme je vous disais, au niveau de les options, je me suis enfermé dans la voiture parce qu'en fait, je suis sur un petit chemin de terre au bord de route. Il y a pas mal de voitures qui passent, hein, pourtant je suis en pleine campagne. C'est vachement fréquenté. Donc, au niveau de la liste d'options, c'est une version Excellence. Alors, pour savoir exactement ce qui est compris dans cette version Excellence, je vous conseille d'aller sur le site de SIAT et de regarder, parce que bon, il y en a une tartine. Alors dans la tartine, bien sûr, vous avez les sièges isofix, sièges machin, genre d'options, tout le monde se fiche, quoi, hein, éperdument, quoi, les sièges isofix, c'est bon pour ceux qui ont des gosses, voilà, bon, moi ça m'intéresse pas. Mais bon, ça fait partie de la liste des options, voilà. Donc pour vous faire une description principale des options de cette voiture, donc elle a les phares full LED à l'avant. Alors comme je vous l'ai dit, les phares full LED, ça éclaire bien, mais ça éclaire pas si bien que ça en fait. Alors cette voiture est pourvue de la gestion des pleins phares, donc qui est faite par qui est d'origine, pardon, et cette gestion des pleins phares, quand même, ça marche pas si bien que ça. Alors, lorsqu'une voiture arrive en face, ça baisse automatiquement les pleins phares, il n'y a pas de souci, mais par moment, elle a du mal à remettre les pleins phares. Alors, étant donné que le système d'éclairage est, on va dire, un peu faiblard, quoi, en feu de croisement, ça serait bien que le système de gestion des pleins phares fonctionne parfaitement, mais bon, là, c'est pas le cas. Alors, ça fonctionne quand même, attention, je n'ai pas dit que ça marchait pas. Maintenant, ne reprochez pas ça à SIAT uniquement, puisque c'est tous les produits qui sont sur cette voiture proviennent du groupe Volkswagen, donc si ça marche pas sur la SIAT, il se peut que ça marche pas aussi sur une Golf, mais bon, je dis pas que ça marche pas, je dis que ça marche pas hyper bien. Voilà. Ensuite, sur ce modèle-là, il y a la position éco. Alors, position éco, qui se trouve sur la molette de réglage. Hop. Si vous le voyez, hop. Je ferai une vidéo là-dessus, hein, sur chaque option, parce qu'il y en a trop dans une seule vidéo, ça serait pas possible. Donc ce mode éco, j'ai calculé moi exactement la consommation de cette voiture, et ce que je vais vous donner, c'est une consommation exacte. Alors, donc sur cette voiture, moi ce que j'ai fait, c'est que là, la consommation que je vais vous donner, ce n'est pas la consommation affichée par le constructeur, c'est une consommation réelle. Donc je me suis mis en mode économique. Depuis que j'ai cette voiture, j'ai fait que 2 pleins. Donc là sur le deuxième plein, j'ai roulé tranquillou pépère en mode économique. Je le redis encore une fois. Pour quelle raison? Parce que cette voiture est pourvue d'un mode sport, d'un mode... Mais bon, le but n'est pas là. Donc sur cette voiture, j'ai parcouru... j'ai fait le plein tout à l'heure. Donc j'ai parcouru 760 km. Et j'ai remis 43 litres de gasoil. Donc ce qui fait une consommation moyenne de 5 litres 6. Alors, pourquoi il ne m'en sort pas? Bien sûr. Donc, alors, comment vous faites pour calculer une consommation pour ceux qui ne le savent pas? Donc vous allez à la station-service, vous faites le plein à votre voiture. Vous remplissez bien votre réservoir jusqu'à la gueule. Ensuite, vous roulez au moins 600 ou 700 km approximativement pour avoir quand même une consommation qui tient la route. Et ensuite, vous divisez donc le nombre de litres de gasoil que vous allez remettre dans votre réservoir par le nombre de kilomètres parcourus et vous multipliez par 100 pour obtenir un chiffre à une décimale. Donc, vous faites 43 litres de gasoil divisé par 760 km parcourus égale 0,0565 fois 100, ce qui fait une consommation de 5 litres 65
en moyenne. Cette consommation, c'est une consommation extra-urbaine, c'est-à-dire que je ne fais pas d'autoroute et je ne fais pas d'embouteillage non plus. Je roule uniquement sur route nationale dans mes déplacements personnels. Voilà. Donc c'est la consommation réelle de cette voiture en mode économique, en respectant plus ou moins les limitations de vitesse, c'est-à-dire que là où c'est à 80, c'est limité à 80, je suis plus à 90 comme avant qu'à 80, mais bon, c'est comme ça, il ne faut pas le dire aux gendarmes, hein, mais voilà. Donc voilà la consommation réelle de cette voiture, ce qui est quand même très bien pour un SUV qui est aux alentours des 1500 kg et qui a un moteur 2 litres. Voilà, c'est une consommation plus que raisonnable, je trouve. Voilà. Hein, si on compare ça à ma vieille Clio que j'ai également, la Clio consomme entre 4,5 litres et 5 litres pour un modèle équipé d'un 1400 diesel, donc on n'est pas loin de ce SUV qui est beaucoup plus gros, plus lourd, avec un moteur plus gros également. Voilà, donc ça c'est la consommation réelle. Cette voiture est équipée également du Start and Stop. C'est pas mal. Je ferai une vidéo là-dessus parce que, par exemple, mon ami qui a pas l'habitude de ce système, l'autre fois a pris la voiture de sa mère qui en est équipée, il m'a dit ouais, dans les ronds-points, quand tu veux démarrer, c'est un peu plus emmerdant, quand ça se coupe, tu vois. Bon, il faut avoir l'habitude de le gérer, donc je ferai une petite vidéo là-dessus parce que j'ai moi aussi eu des problèmes auparavant sur notre voiture, le Start and Stop, c'était à mourir de rire d'ailleurs, je vous expliquerai ça. Voilà. En ce qui concerne la direction, alors beaucoup ont remarqué dans les vidéos que la direction ne se règle pas en hauteur. Effectivement, elle se règle uniquement en profondeur. C'est comme ça, mais bon, le volant tombe bien sous la main, donc c'est pas gênant qu'elle se règle pas en hauteur. J'ai vu également des essayeurs qui disent que la direction elle flotte un peu ou quoi. Alors moi, honnêtement, je la trouve très réactive. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là, vous pouvez y aller. Elle est très précise et très incisive. Sur l'autoroute, on va dire que ça flotte un petit peu. J'ai pu tester puisque j'ai été chercher cette voiture sur Lyon. Alors sur l'autoroute, ça flotte un petit peu. C'est dû aussi à la largeur des pneus, hein, ce qu'il faut savoir. Et ensuite à la pression que vous allez mettre dans vos pneus. Moi, en sortant du garage, ils ont vérifié toute la voiture, donc ils ont mis une pression qui est celle du constructeur, qui est souvent un petit peu élevée, parce que vous savez que lorsque vous surgonflez vos pneus, vous consommez moins que lorsque vous êtes sous-gonflé. Alors sur l'autoroute, c'est bien de surgonfler pour moins consommer, mais après la direction flotte un petit peu, parce que sur des pneus taille large, votre pneu va faire un petit peu le ventre dans le milieu. Alors c'est invisible à l'œil, hein, c'est invisible, mais quand vous roulez, c'est le phénomène qui se passe. Donc voilà. Après, donc, elle a aussi des défauts cette voiture, elle n'a pas que des qualités. Hein. Donc la partie des options, là je vous ai énuméré que le principal. On reviendra sur les options plus précisément, comme le lane assist, tout ça, parce que bon, c'est sur une seule vidéo, ce serait trop long à expliquer. Cette voiture, elle a quand même des défauts. Alors, son défaut principal, c'est les rangements. Alors pour un SUV, elle a très peu de rangements. Alors, il y a, je vais vous faire voir, il y a ici donc un accoudoir avec un rangement central, une boîte à gants dans laquelle est logé le lecteur de CD que j'ai pas encore utilisé, mais bon, qui est pas très grande, et puis elle a un tiroir sous le siège conducteur, qui à la limite est vraiment l'option la plus pratique qu'il puisse y avoir sur cette voiture. Voilà, au niveau du rangement. C'est-à-dire qu'après, il n'y a pas de rangement multiple, hormis les bacs de porte traditionnels et tout. Bon, les bacs de porte traditionnels, c'est du four-merde. On y met la bouteille, on y met le machin, on y met ci, on y met là. Tout le monde est là, dans les journalistes essayeurs, vous faire voir qu'on met la bouteille. Et puis personne n'a oublié de vous dire que la bouteille, quand elle suinte, hein, parce qu'elle est froide et puis dehors il fait chaud, ça coule dans le bac de porte, c'est sale, dégueulasse, ça coule sur les Kleenex, ça me fait, c'est une horreur, quoi. Donc au final, tout ça, ça ne sert strictement à rien. Voilà, les bouteilles, moi, quand j'en ai, je les fous dans le coffre, éventuellement dans une glacière, parce que là, ça, voilà. Déjà, quand vous mettez dans le porte-gobelet, le gobelet de McDo avec le coca qui dégouline dans le porte-gobelet, c'est dégueu. Les seuls à avoir trouvé vraiment une bonne astuce à ça, c'est Skoda, puisque le porte-gobelet chez Skoda se démonte de la même manière qu'un cendrier. Il suffit donc de l'enlever, de le nettoyer de temps en temps. Voilà. Allez, je vais vous faire voir les deux rangements principaux de cette voiture. Ça va bouger un petit peu, désolé. Alors ici, nous avons ce fameux tiroir. Voilà.
Et puis ici, nous avons donc cet accoudoir qui a l'avantage de se déplacer d'avant en arrière, de pouvoir se régler en hauteur. Et voilà le rangement que nous avons dedans. Personne n'a vu le pot américain, mais c'est comme ça. Voilà. Donc, à partir de là, on revient en position. À partir de là, voilà tous les rangements disponibles sur cette voiture. Ce qui est relativement léger, hormis ici, mais là, ça fait partie des options. Donc, on a un rangement ici, et ici, ce rangement, en fait, c'est le chargement du téléphone portable par induction. Hein, donc forcément, si vous mettez des trucs ici, ben, quand vous voulez charger votre téléphone, c'est plein. Voilà. Et puis là, le truc qui m'a fait rigoler, c'est l'allume-cigare factice, qui est là pour faire joli, c'est un bout de plastique. Donc il faut prendre une option fumeur maintenant dans les voitures pour disposer d'un cendrier. J'ai arrêté de fumer, bon, c'est pas plus mal. Voilà. L'écran, lui, est pas mal du tout. Voilà. On va attendre qu'il s'allume. Il est très réactif. Il est très réactif. Voilà. C'est bien, c'est assez bien. Voilà. Bon, démarrage du menu de véhicule en cours. Bon, le véhicule n'est pas en marche, donc c'est pour ça. Donc, on va pas se prendre la tête avec ça. Hop, là, on coupe. Alors, on remet ici. Désolé, mais ça bouge beaucoup, mais bon, j'ai pas trop le choix. C'est difficile de présenter un véhicule quand on est seul et qu'on se filme soi-même, hein, vraiment navré, mais bon, c'est comme ça. Donc, sur ce véhicule, il y a également le toit ouvrant panoramique. Alors il est super le toit ouvrant, franchement il est super. Très silencieux, il n'y a pas de mouvement d'air outre mesure. Il y a un déflecteur qui s'y trouve, donc il est comme tous les toits ouvrants modernes, hein, il n'a rien d'exceptionnel, mais bon c'est par rapport au toit ouvrant d'époque. Voilà. Je suis content. Alors là où je mets un carton, je vais mettre un carton jaune à Seat. Et cette fois-ci, ça ne dépend pas du groupe Volkswagen, ça dépend de Seat. C'est que chez Seat, il y a deux versions en haut de gamme. Alors, vous avez les versions Excellence, qui est celle-ci, et puis vous avez les versions FR. Alors, si on prend dans les options principales, dans la version FR, on va passer sur les boucliers couleur caisse, machin et tout, et genre de trucs qui bon, ne servent pas forcément à quelque chose. Surtout si en plus vous prenez une version 4x4 pour les faire un petit peu dans les chemins, on met que le bouclier soit couleur plastique, couleur carrosserie, tout ça on s'en fiche. Mais surtout dans la version FR, on vous met le tableau de bord digital, ça c'est top, mais on vous supprime le toit ouvrant. Sur la version Excellence, vous avez le tableau de bord normal. Il n'y a que sur le modèle vendu actuellement, qui est la version en fait 2019, où vous avez le tableau de bord digital, plus le toit ouvrant. Voilà. Alors, monsieur Seat, pourquoi ne pas faire une version Excellence avec les options qu'on a ici, et puis une version FR qui serait encore plus optionnée, où il y aurait à la fois le toit ouvrant, à la fois le tableau de bord digital. Comme ça, au moins, le client ne se pose pas de questions. Il achète la voiture directement dans son budget, c'est-à-dire la version FR, la version Excellence, ou modèle en dessous, la version Style. Voilà. Donc, voilà le petit aparté que je trouve un petit peu idiot, quoi. Hein. Ça serait bien que Seat fasse comme tous les autres constructeurs, c'est-à-dire que le constructeur, par exemple chez Citroën, on vous dit voilà, vous achetez telle version, vous avez telles options, vous achetez la version au-dessus, c'est les options de la première, plus c'est les options de la deuxième. Vous achetez la troisième, c'est les versions de la première, de la deuxième, plus les options. Voilà, et vous allez crescendo, et non pas à un moment donné, il faut vous poser la question, merde, alors j'achète quoi, la version Excellence pour avoir le toit ouvrant, ou la version FR pour avoir le tableau de bord digital, quoi. Nul. Voilà. Ça, c'est ma réflexion perso. Voilà. Après, au niveau, au niveau du confort. Au niveau du confort, ça, au niveau du confort, avec les gens d'Easy Pousse, cette voiture, elle est très confortable. Mais elle est très confortable au niveau des suspensions. Et ensuite, si on regarde sur le site à Seat, donc d'origine, cette voiture, vous avez des sièges tissu et Alcantara. Je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Donc, on revient en place. Les sièges, ils sont bien, ils sont semi-baquets.
pour un SUV, c'est pas mal du tout. Hein. Sur le Tiguan, par exemple, vous avez des sièges standards, vous n'avez pas des sièges semi-baquets. Pourquoi? J'en sais rien, c'est comme ça. Donc, ces sièges sont bien au niveau de l'enveloppement. Par contre, ils dénotent totalement avec le confort de la voiture. C'est-à-dire qu'ils sont beaucoup trop durs. Voilà. Donc, moi, quand je suis revenu de Lyon à cette bagnole, honnêtement, au bout de 2 heures de trajet, j'avais un petit peu mal au cul. Pas d'autres mots. Voilà, parce que il aurait fallu des sièges semi-baquets et un petit peu plus moelleux. Ça aurait pas été dramatique non plus, et ça se serait mieux adapté à la prestation de la voiture, puisque les SUV quand même, hein, c'est pas parce qu'ils ont mis une touche race dessus que ça y est, c'est une voiture de course, quoi. Hein. Les SUV, c'est des voitures familiales sur lesquelles on va plus chercher du confort que de la performance. Hein. Sinon, il faut prendre le dernier ATK Cupra, voilà. Et là, vous aurez une voiture uniquement typée performance. Donc voilà un petit peu le truc qui dénote avec cette voiture, c'est le fait que les sièges, tout en étant à la fois confortables, sont beaucoup trop durs, ce qui est bien dommage. Voilà, donc je vous ai à peu près tout dit sur cette voiture. Maintenant on va faire un petit essai routier. Alors les amis, je change de caméra. Donc on va commencer cet essai routier par le mode off-road. Alors je suis venu ici à un endroit précis parce qu'il y a une pente qui est très pentu, c'est le cas de le dire, pour tester ici l'aide à la descente. Voilà. Alors cette voiture est pourvue d'un capteur d'inclinaison. Alors ce capteur d'inclinaison, il a deux fonctions. Sa première fonction est de déterminer si la voiture a besoin de l'aide à la descente ou non lorsqu'elle est en mode off-road. Et il détermine également l'inclinaison d'une pente pour le start and stop, c'est-à-dire que si vous êtes dans une pente trop accentuée, le start and stop ne s'active pas. Voilà, donc on va tester cette partie-là, et ensuite on passera à la version route. Allez, parce que cette voiture a quand même, si ça n'est pas une transmission intégrale, comme je vous l'ai dit, elle a quand même des assez bonnes capacités en tout chemin. Allez, donc on va passer en mode off-road. Alors, donc ici, je vais vous faire voir. Donc on tourne la molette. Voilà, là je suis en mode off-road, et ici on voit que la voiture a coupé le SP, et on voit ici ce petit logo, si la caméra va faire la mise au point, qui est l'aide à la descente. Allez, donc je vais tenir à la main la caméra, on y va. Donc là je suis en première, on voit que je ne touche pas les pédales, et elle descend toute seule. Voilà. Elle descend toute seule à la vitesse de 8 km/h à peu près, et on voit qu'ici le logo de l'aide à la descente s'est allumé. Donc on voit ici, donc vous voyez, là elle descend toute seule, elle a capté qu'on est dans une pente, et automatiquement elle a activé l'aide à la descente. Alors le revers de la médaille, c'est que si on veut accélérer, ça devient un petit peu compliqué. Donc vous voyez, là il se met à clignoter, hop, il s'est coupé parce que la pente a diminué, donc elle est revenue en position normale. Voilà. Hop là. Avec cette caméra là, c'est la caméra sportive, je sais pas ce que je filme. Donc là, donc je vais repasser en mode normal. Donc là voilà, on va prendre un petit bout de route nationale, on va se faire quelques petits virages.
des ralentisseurs, ça reste quand même très agréable. On n'a pas de choc violent, mais ça reste quand même du confort à l'allemande, hein, c'est-à-dire qu'elle reste à la fois ferme et à la fois souple. Voilà. Si vous prenez un trou assez violent, vous voyez là je l'ai pris un peu plus fort, là ça commence à se raffermir un petit peu à ce niveau-là. Voilà. Ça, il n'y a pas de ralentisseur, hein, je vous dis. Le phénomène le plus étonnant sur cette voiture, justement parce que c'est SUV, c'est pour ça que ça m'étonne un petit peu, c'est que dans les petits virages, elle vire pratiquement à plat, ce qui est très agréable. Alors dans les courbes, bien sûr, elle s'affaisse un petit peu, normal, puisque la barre anti-roulis, c'est ce qui fait le fait qu'une voiture vire à plat ou non, en complément des amortisseurs. Et vous ne pouvez pas mettre une barre anti-roulis importante sur une voiture, sinon ça nuirait totalement au confort. Il faut donc trouver un compromis entre les deux, et ce compromis, SIAT l'a parfaitement trouvé, c'est-à-dire que cette voiture, elle vire parfaitement à plat dans les petits virages. Dans les courbes, elle a tendance à s'affaisser un petit peu, ce qui est tout à fait normal, comme je l'ai dit, mais ça reste très agréable au niveau de la conduite. Et en plus, elle tient super bien le pavé, même quand il pleut. Alors, ce qui est un petit peu dommage, c'est que j'aurais bien aimé qu'il existe une version quattro comme les Audi. Voilà, vous voyez, sur l'attaque un petit peu, sur 2-3 petits virages, on voit qu'elle ne s'affaisse pas, quoi. Bon les gars, il faut appuyer sur la pédale de droite et pas celle du milieu. Hein. Voilà, je la pousse un petit peu à l'entrée des virages en donnant des coups de volant pour justement voir que la voiture ne s'affaisse pas, elle se maintient lors du coup de volant, c'est-à-dire qu'en fait vous êtes déjà en virée et vous accentuez cette virée pour voir ce que ça vaut. Alors si vous avez une voiture avec des suspensions fatiguées ou qui va être d'origine toute souple, à ce moment-là la voiture elle va automatiquement s'affaisser. La direction est très souple, et puis surtout ce qui est incroyable, c'est le rayon de braquage. Donc vous voyez là, je suis à fond, hop, je tourne presque sur place, c'est à dire que j'ai même pas été jusqu'au stop qu'elle a déjà fait demi-tour. Donc pour ça, elle a un rayon de braquage qui est excellent, qui serait presque le même qu'une petite voiture de ville. Je vais pas faire le couillon non plus, hein. On est sur une route ouverte, donc il faut respecter les limitations de vitesse. Lorsque je veux me défouler, je vais sur circuit, là il n'y a pas de limitation. Donc voilà, vous voyez, la voiture est parfaitement suspendue, très confortable, très souple. On n'a pas du tout de sentiment de lourdeur par rapport au fait que ce soit un SUV. Alors que ça aurait pu sur certaines voitures, vous avez l'impression que c'est un tank lorsque vous êtes dans les virages, et là ça devient beaucoup moins agréable. Voilà. Le Mitsubishi sur ce type de route, c'était carrément un char d'assaut, quoi, hein. Ça tourne pas, ça tient mal le pavé, c'est lourd, voilà. Là on a un sentiment de légèreté, vous voyez, ça enchaîne les virages sans souci. Voilà. C'est très plaisant. C'est très plaisant.
boîte à vitesse aussi est très agréable, hein, c'est la boîte du groupe Volkswagen. Alors c'est pas par contre une boîte qui incite à passer les rapports à la volée, hein, elle est quand même un peu moins bien que les boîtes Peugeot ou Renault, mais en passant les vitesses correctement, ça rentre bien, il n'y a pas de souci, les rapports sont bien étagés également, boîte 6 vitesses. Aujourd'hui les boîtes 6 c'est commun quoi, hein, donc mais l'ensemble est très cohérent. Voilà, on est sur une voiture qui n'a pas de défaut majeur. Voilà, donc vous pouvez y aller sans souci, vous y trouverez votre compte. Donc voilà les amis, c'était la première présentation de ce Seat ATK. Donc je vous ai fait une présentation peu commune par rapport à ce qu'on a l'habitude de voir sur YouTube. Je vous ai pas filmé la voiture dans les moindres détails, ça ne sert à rien, beaucoup d'autres l'ont fait. Et puis moi je vais vous donner un conseil, si vraiment vous voulez voir cette voiture dans les moindres détails, allez chez votre concessionnaire et regardez-la de près. Voilà. Pour les options principales sur cette version, on est sur une voiture qui est très très bien équipée. Je vous ferai un tour des options principales dans un futur proche. Hein. Voilà. Après, au niveau de la voiture elle-même, comme je vous l'ai dit, elle n'a pas de défaut majeur. Hein. Donc là, vous voyez, je suis arrêté. Donc le start and stop a redémarré la voiture parce que lorsqu'elle est arrêtée trop longtemps, il la redémarre. Et voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser. J'espère que cette présentation vous a plu. Hein. Et puis à une prochaine vidéo. Allez, sur ce, bon après-midi les amis.